Les triplés millionnaires étaient aveugles, jusqu'à ce que la nouvelle femme de ménage noire fasse quelque chose qui a tout changé. Les cris ont commencé à 6h47, résonnant dans les couloirs en marbre du manoir Henderson, comme des animaux blessés pris au piège dans une cage. 3 voix identiques, désespérées et brutes, déchiraient le silence matinal d'une douleur que l'argent ne pouvait apaiser. Marcus Henderson se tenait figé en haut du grand escalier, son costume à 3000 $ froissé par une nouvelle nuit blanche, regardant son monde s'écrouler pour la 1000e fois. Les triplés faisaient une nouvelle crise. Âgé de 8 ans, né dans un luxe inimaginable, il vivait pourtant dans l'obscurité totale, non par choix, mais par décision médicale. Les sons provenant de leur chambre n'étaient pas seulement des pleurs. C'étaient les cris déchirants d'enfants qui avaient perdu tout espoir, à qui on avait répété si souvent qu'ils étaient brisés qu'ils finissaient par le croire. La voix d'Alexander se brisait de fatigue, les sanglots de Benjamin exprimaient une défaite totale, et Christopher, le plus jeune de 17 minutes, poussait des cris qui hantaient les cauchemars de tous les parents. « Ils ne verront jamais », avait déclaré le docteur Whitmore avec une certitude clinique il y a 3 ans, sa voix empreinte d'une autorité absolue. L'homme était assis derrière son bureau en acajou dans son bureau de Park Avenue, ses diplômes de Harvard et de Johns Hopkins brillant derrière lui comme des boucliers de crédibilité. Cécité congénitale totale. Les établissements médicaux les plus avancés au monde l'ont confirmé. Monsieur Henderson, vous devez accepter la réalité. 12 millions de $ dépensés. Des spécialistes suisses qui parlaient d'opérations impossibles sur un ton mesuré. Des chercheurs japonais qui ont soumis les garçons à des tests qui les ont traumatisés pendant des semaines. Des médecins allemands qui ont prescrit des traitements qui n'ont fait que vider le cœur de Marcus de tout espoir, échec après échec. Tous sont arrivés à la même conclusion dévastatrice. Alexander, Benjamin et Christopher Henderson vivraient à jamais dans l'ombre. Marcus avait accepté leur verdict, car qui peut remettre en question les dieux de la médecine? Qui peut défier des institutions qui ont bâti leur réputation sur la certitude? Il n'était qu'un père désespéré d'aider ses fils, pas un expert médical. Alors il a écouté, il a payé et il a regardé ses garçons s'enfoncer davantage dans une obscurité qui semblait absolue. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, Maya Johnson montait ses mêmes marches de marbre, ses produits de nettoyage usés dans un simple seau en plastique, sans se douter qu'elle était sur le point de bouleverser tout ce que l'élite médicale croyait à propos de ces 3 garçons. Maya avait grandi dans l'East Side de Détroit, où les miracles n'étaient pas l'œuvre de médecins en blouse blanche, mais de grand-mères qui connaissaient des secrets transmis de génération en génération, issus de communautés qui avaient survécu en voyant ce que les autres ne voyaient pas. Son propre frère avait été qualifié de handicapé mental par des spécialistes prestigieux aux bureaux impressionnants et aux honoraires exorbitants, jusqu'à ce que la mère de Maya découvre qu'il n'était pas lent, mais brillant, et qu'il apprenait simplement différemment de ce que leurs tests étriqués pouvaient mesurer. Ces mêmes spécialistes voulaient le placer dans des classes d'éducation spécialisées qui auraient limité son avenir à jamais. Au lieu de cela, la mère de Maya a trouvé des enseignants qui comprenaient que différent ne signifiait pas déficient. Aujourd'hui, ce frère handicapé est ingénieur logiciel chez Google. À 28 ans, Maya avait nettoyé suffisamment de maisons riches pour reconnaître un schéma récurrent. Les familles riches devenaient souvent prisonnières d'avis médicaux prestigieux, trop intimidées par l'autorité pour remettre en question des diagnostics qui n'avaient pas de sens. Elle avait vu des enfants transformés en zombies par des médicaments, alors qu'ils avaient simplement besoin d'une approche différente de l'apprentissage. Elle avait vu des familles dépenser des fortunes en traitements qui s'attaquaient aux symptômes tout en ignorant les solutions évidentes. Les cris des enfants Henderson lui serraient le cœur. Elle avait déjà entendu ce son désespéré, la voix du potentiel étouffée par les limites imposées par les autres. C'était le son que faisait son frère lorsque les médecins lui avaient dit qu'il ne réussirait jamais dans une école normale. Madame Johnson. Marcus apparut dans le hall, le regard vide et épuisé d'un père qui avait perdu tout espoir. Des cernes assombrissaient son visage et ses cheveux, d'habitude impeccables, tombaient mollement sur son front, signe de défaite. « Merci d'être venu. L'agence m'a dit que vous aviez de l'expérience avec des situations particulières. » Maya posa son seau et le regarda droit dans les yeux. Dans son regard, elle vit quelque chose que les médecins coûteux avaient probablement manqué, pas seulement du chagrin, mais aussi de la culpabilité. Le poids écrasant d'un parent qui se demandait s'il avait échoué d'une manière ou d'une autre envers ses enfants. « Monsieur Henderson, j'ai appris que les circonstances particulières ont souvent juste besoin de quelqu'un qui soit prêt à les voir différemment. » Alors qu'une nouvelle vague de sanglots déchirants descendait du 2e étage, Maya sentit cette flamme familière s'allumer dans sa poitrine, la même flamme qui avait poussé sa mère à se battre pour son frère, la même force qui refusait d'accepter « impossible » comme réponse définitive. Si vous vous identifiez à cette histoire d'espoir qui défie l'autorité médicale, assurez-vous d'être abonné pour découvrir comment les simples produits d'entretien de Maya sont sur le point de révéler une vérité qui va bouleverser tous les occupants de ce manoir.
Ce que Marcus ignorait, c'est que Maya avait passé toute la matinée à faire des recherches sur la cécité infantile, et que les questions qui se formaient dans son esprit allaient bientôt révéler quelque chose de terrifiant sur l'état de ses fils et sur les médecins qui les avaient soignés. Maya gravit les marches de marbre, chaque pas pesant le poids de 8 années de certitude médicale sur le point d'être remise en question. Les cris devenaient plus forts, plus désespérés, alors qu'elle atteignait le 2e étage. Mais quelque chose dans ces sons ne correspondait pas à ce qu'elle attendait d'enfants diagnostiqués comme complètement aveugles. Le couloir était orné de portraits de famille. Marcus lors de galas de charité, les triplés bébés dans des tenues blanches assorties, tous soigneusement disposés pour refléter la réussite et la normalité. Mais la réalité derrière la porte de la chambre racontait une toute autre histoire. Elle les trouva blottis les uns contre les autres sur un immense lit, 3 garçons identiques aux cheveux foncés et au visage strié de larmes. Alexander serrait un éléphant en peluche, Benjamin se balançait d'avant en arrière et Christopher, le plus petit, s'était collé contre la tête de lit comme s'il essayait de disparaître. « Qui est là ?» La voix d'Alexander tremblait d'une manière qui n'était pas normale pour un enfant de 8 ans. Maya posa lentement son seau. « Je m'appelle Maya. Je suis ici pour aider à rendre les choses plus lumineuses ici. »« Rien ne s'améliore jamais, » murmura Benjamin. « Nous vivons dans le noir pour toujours. » C'est ce qu'a dit le docteur Whitmore. Ce nom frappa Maya comme un coup de massue. Le docteur Richard Whitmore. Elle avait fait des recherches approfondies sur lui ce matin-là. Cabinet sur Park Avenue, clientèle célèbre, et quelque chose d'autre qui lui donnait la nausée. De multiples plaintes déposées auprès du Conseil de l'Ordre des médecins et mystérieusement rejetées. Des familles qui remettaient en question ces diagnostics se retrouvaient soudainement confrontées à des menaces juridiques. Le docteur Whitmore a dit beaucoup de choses, répondit Maya avec prudence en s'approchant du lit. Mais je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez tous les trois. Christopher leva la tête et Maya retint son souffle. Ses yeux n'étaient pas le regard vide qu'elle attendait d'un enfant aveugle. Il suivait les mouvements. Il se concentrait. Il montrait une conscience qui contredisait directement tous les rapports médicaux qu'elle avait lus à son sujet. « On n'a pas le droit de dire qu'on voit des choses », murmura-t-il en jetant un coup d'œil vers la porte, comme s'il avait peur d'être entendu. Ça met les médecins en colère. Le cœur de Maya battait à tout rompre dans sa poitrine. « Quel genre de choses voyez-vous » ? Des ombres, admit Alexander à voix basse. Des formes quand le soleil passe à travers les rideaux. Mais on a appris à ne le dire à personne, parce qu'ils disent qu'on imagine tout ça. Benjamin acquiesça frénétiquement. Le docteur Whitmore se met en colère quand on lui dit qu'on sait quand les lumières s'allument et s'éteignent. Il dit que c'est impossible et qu'on dérange. Maya s'agenouilla près du lit, l'esprit en ébullition. Ses enfants n'étaient pas complètement aveugles. Ils percevaient la lumière, peut-être même plus. Pourtant, ils avaient été systématiquement entraînés à réprimer et à nier leurs propres expériences par ceux-là même qui étaient censés les aider. Les garçons, et si je vous disais que le fait de voir des ombres et des changements de lumière signifie que vos yeux fonctionnent mieux que ne le pensent les médecins? L'espoir qui s'était allumé sur leur visage fut immédiatement suivi par la peur. Christopher secoua violemment la tête. Non, non, on ne peut pas penser comme ça. Le docteur Whitmore a dit que l'espoir est dangereux pour les enfants comme nous. Il a dit que ça mène à la déception et à des problèmes de comportement. Maya sentit la rage monter en elle. Quel genre de monstre dit à des enfants que l'espoir est dangereux? Elle passa l'heure suivante avec eux, leur soutirant peu à peu des détails qui brossaient un tableau terrifiant. Les garçons avaient été conditionnés à nier leur propre sens, accepter des limites qui n'existaient peut-être même pas. On leur avait appris à craindre la lumière, en leur disant que la stimulation pouvait nuire à leur état fragile. Mais en se déplaçant dans la pièce, Maya remarqua que leur tête suivait ses mouvements avec une précision impossible pour des enfants complètement aveugles. Lorsqu'elle renversa accidentellement un verre, tous les trois se tournèrent vers le bruit avec une précision parfaite. Maya. Marcus apparut dans l'embrasure de la porte, l'air choqué. Pendant le peu de temps qu'elle avait passé là, ses fils avaient cessé de pleurer pour la première fois depuis des semaines. « Monsieur Henderson, nous devons parler », dit Maya à voix basse. « Mais pas ici. » Dans son bureau, entouré de rapports médicaux et de factures s'élevant à plusieurs millions, Maya posa la question qui allait tout changer. Quand avez-vous demandé pour la dernière fois un deuxième avis à un médecin qui n'avait pas été recommandé par le docteur Whitmore? Marcus la fixa du regard. Tous les spécialistes que nous avons consultés nous ont été recommandés par son cabinet. Il disait qu'il était important de maintenir la continuité des soins. Et aucun d'entre eux n'a jamais suggéré que ces enfants pourraient avoir une vision résiduelle qui pourrait être développée. Ils ont tous confirmé le diagnostic de Whitmore, répondit Marcus, mais pour la première fois depuis des années, le doute s'insinuait dans sa voix. Maya sortit son téléphone et lui montra les recherches qu'elle avait compilées.
Monsieur Henderson, les enfants atteints du type de cécité corticale totale dont souffrent vos fils ne suivent pas les mouvements. Ils ne se tournent pas vers les sons avec une telle précision. Ils ne montrent aucune gêne lorsqu'ils sont exposés à la lumière. » Alors que la vérité commençait à se dessiner sur le visage de Marcus, Maya comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'un diagnostic erroné. Ils étaient en train de découvrir quelque chose de bien plus sinistre. Une suppression systématique des capacités de ces enfants par des médecins qui semblaient avoir un tout autre objectif que de les soigner. Ce qu'elle était sur le point de découvrir au sujet des pratiques du docteur Whitmore allait révéler une conspiration qui allait bien au-delà d'une seule famille, mais elle devait d'abord prouver ce qu'elle soupçonnait au sujet des 3 garçons à l'étage. Cette nuit-là, Maya ne put fermer l'œil. Son petit appartement de Détroit lui semblait étouffant, tandis que les questions se bousculaient dans son esprit. Elle resta assise à la table de sa cuisine jusqu'à 3 heures du matin, son ordinateur portable allumé, plongée dans des recherches qui auraient glacé le sang de la plupart des gens. Le cabinet du docteur Richard Whitmore n'était pas seulement prospère, il était étrangement rentable. Il était spécialisé dans les cas désespérés, qui nécessitaient des traitements longs et coûteux. Jamais de guérison, toujours des soins d'entretien. Maya découvrit une série de similitudes. Des familles riches avec des enfants handicapés, toutes orientées vers son réseau de spécialistes, toutes générant des millions de dollars en traitement continu. Mais la découverte la plus effrayante est venue lorsqu'elle a croisé les données démographiques de ses patients. 93% d'entre eux provenaient de familles valant plus de 10 millions de dollars. L'impossibilité statistique de ce chiffre lui faisait trembler les mains tandis qu'elle tapait. Maya avait appris à se fier à son instinct grâce à sa grand-mère, une femme qui nettoyait les bureaux de l'élite de Détroit et rentrait à la maison avec des histoires sur la corruption dont elle était témoin. « Ma chérie, disait-elle, quand les riches parlent de ce qui est impossible, tu ferais mieux de regarder de près ce qui est rentable. » Le lendemain matin, Maya arriva au manoir Henderson avec bien plus que des produits d'entretien. Dans son sac, elle cachait des outils simples qui allaient révéler la vérité. Une petite lampe de poche, du papier de couleur, et surtout, un tableau optique basique qu'elle avait imprimé chez elle. Maya. Christopher courut vers elle dès qu'elle entra dans la chambre des triplés. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. Il ne courut pas à l'aveuglette. Il se fraya un chemin avec précision entre les meubles, s'arrêta exactement à 1 mètre d'elle et la regarda droit dans les yeux. « Mon chéri, » dit Maya doucement en s'agenouillant à hauteur de ses yeux. « J'aimerais essayer des jeux différents aujourd'hui. Mais ça doit rester notre secret, d'accord ? Parfois, les adultes ont besoin de preuves avant de croire au miracle. » S'ensuivirent 2 heures de tests minutieux et méthodiques qui auraient fait la fierté de n'importe quel ophtalmologue. Maya découvrit qu'Alexander pouvait distinguer des couleurs vives placées à 30 cm de son visage. Benjamin pouvait suivre des objets se déplaçant lentement dans son champ de vision. Christopher, le plus petit, révéla les capacités les plus remarquables. Il pouvait identifier des formes simples et même distinguer de grandes lettres sur le tableau improvisé de Maya. Ces garçons n'étaient pas aveugles. Ils avaient été systématiquement conditionnés à supprimer leur vision par un établissement médical qui tirait profit de leur handicap. « Maya, qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Marcus, qui venait de la porte, était empreinte de suspicion mêlée d'un espoir désespéré. « Monsieur Henderson, vos fils peuvent voir. » Maya se leva, la voix ferme malgré l'importance de ce qu'elle révélait. « Pas parfaitement, mais ils ont une vision fonctionnelle qui a été supprimée. » Marcus recula comme si elle avait giflé. « C'est impossible. 3 ans de spécialistes, tous les tests. Tous recommandés par le cabinet du docteur Whitmore, » l'interrompit Maya. « Monsieur Henderson, et si je vous disais que tous les médecins que vous avez consultés ont des liens financiers avec la clinique Whitmore? Que ce n'est pas la première famille à qui on dit que leurs enfants sont sans espoir alors qu'ils ne le sont pas. » Elle sortit ses recherches, des tableaux montrant le réseau interconnecté de spécialistes qui envoyaient tous leurs patients dans le même cycle de traitement lucratif. Le visage de Marcus devint livide lorsqu'il reconnut les noms des médecins à qui il avait confié l'avenir de ses fils. « Montrez-moi, » murmura-t-il d'une voix brisée. « Montrez-moi ce qu'ils peuvent faire. » Maya plaça Alexander près de la fenêtre et ouvrit lentement les rideaux. Au lieu de la douleur et de la détresse que la lumière était censée provoquer selon le docteur Whitmore, le visage d'Alexander s'illumina d'émerveillement. « Papa, je te vois !» s'écria Alexander en tendant la main vers le visage de son père. « Tu as des rides autour des yeux, mais ce sont de belles rides. Des rides de bonheur. » Marcus s'effondra sur une chaise, les larmes coulant sur son visage, tandis que 8 années de désespoir imposé s'écroulaient autour de lui. Benjamin et Christopher rejoignirent leur frère à la fenêtre, montrant avec enthousiasme les oiseaux, les nuages et le jardin en contrebas qu'ils n'avaient jamais été autorisés à découvrir. Pourquoi? La voix de Marcus était à peine audible. Pourquoi font-ils cela à des enfants?
Les recherches de Maya avaient révélé la réponse effrayante. Les enfants comme les triplés Henderson représentaient une source de profit à long terme valant des millions. Les enfants aveugles avaient besoin de soins constants, d'équipements spécialisés, d'une thérapie continue et d'un suivi médical régulier tout au long de leur vie. Les enfants voyants souffrant de déficiences visuelles mineures avaient besoin de lunettes et éventuellement d'une kinésithérapie. L'intérêt financier était évident, mais le coût humain était dévastateur. « Maya », dit Christopher en tirant sur sa manche, les yeux brillants d'un nouvel espoir. « Est-ce qu'on va avoir des ennuis parce qu'on voit ?» Le docteur Whitmore a dit que de mauvaises choses arrivaient aux enfants qui n'acceptaient pas leurs limites. La peur dans cette question innocente a déclenché quelque chose de féroce dans le cœur de Maya. Ces bébés avaient été victimes de violences psychologiques de la part des personnes mêmes à qui on avait confié leur guérison. « Non, mon chéri », dit Maya en s'agenouillant pour regarder dans les yeux qui brillaient d'intelligence et de vie. « Tu vas être libre. » Mais la liberté allait nécessiter une bataille. Cet après-midi-là, Maya reçut un appel téléphonique qui la glaça d'effroi. L'assistant du docteur Whitmore, professionnel et menaçant, lui dit « Madame Johnson, nous avons appris que vous fournissiez des services non autorisés aux enfants Henderson. Cela constitue un exercice illégal de la médecine. Cessez immédiatement tout contact, ou vous en subirez les conséquences juridiques. » Maya sourit d'un air sinistre en raccrochant. Ils avaient peur, ce qui signifiait qu'ils savaient que leur empire de mensonges était sur le point de s'effondrer. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait pour la suite, Maya repensa aux paroles de sa grand-mère. « La vérité n'a pas besoin d'autorisation pour exister, ma chérie. Elle a juste besoin de quelqu'un qui ait le courage de la dire. » Demain, elle ferait plus que la dire. Elle ferait en sorte que le monde entier voie exactement ce que le docteur Whitmore avait fait à ses enfants, et elle avait un plan pour tout révéler. La confrontation que Maya avait prévue aurait lieu dans le seul endroit où le docteur Whitmore se croyait intouchable, sa propre conférence médicale. Le symposium annuel sur la vision pédiatrique au Grand Hyatt réunissait les meilleurs ophtalmologues américains pour discuter des traitements révolutionnaires et des recherches de pointe. Le docteur Whitmore devait présenter son discours d'ouverture, gérer les attentes dans les cas désespérés, une approche compatissante de la cécité terminale. L'ironie de ce titre allait bientôt apparaître à tous les participants. Maya entra dans la salle de conférence étincelante, munie des preuves qui allaient le détruire. Elle portait sa plus belle robe, une simple tenue noire qui imposait le respect, et se tenait avec la dignité de quelqu'un sur le point de changer l'histoire de la médecine. Autour d'elle, 300 médecins parmi les plus prestigieux du pays occupaient des fauteuils en cuir, sans se douter qu'une femme de ménage de Détroit était sur le point de révéler la plus grande fraude de la médecine pédiatrique. Elle avait passé 3 nuits blanches à se préparer, travaillant avec Marcus pour rassembler des dossiers médicaux, des documents financiers et, plus compromettant encore, des enregistrements vidéo des triplés démontrant des capacités visuelles que le docteur Whitmore avait juré sous serment être impossibles. Marcus avait engagé un détective privé qui avait mis au jour des documents financiers révélant un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà de sa famille. Le docteur Whitmore est monté à la tribune avec son arrogance habituelle, ajustant ses lunettes à monture dorée tout en observant ses pairs dans l'assistance. Sa présentation a commencé par des diapositives montrant des scanners cérébraux et des termes médicaux destinés à intimider plutôt qu'à informer. Il a parlé de « gérer les attentes des parents » et de l'importance d'accepter les limites médicales. Chaque mot était comme un coup de poignard dans le cœur de Maya, qui pensait à Alexander, Benjamin et Christopher, conditionnés par ce monstre en blouse blanche à nier leur propre sens. La clé d'une prise en charge efficace à long terme, poursuivit le docteur Whitmore en cliquant sur des diapositives présentant des équipements coûteux et des protocoles de traitement, est de faire comprendre aux familles que l'espoir peut être plus néfaste que l'acceptation. Nous devons protéger ces enfants vulnérables contre des attentes irréalistes. Maya serra les mains sur ses genoux. Il préconisait littéralement de briser l'espoir des enfants handicapés comme stratégie médicale. « Mesdames et messieurs », dit Maya en se levant pendant la séance de questions, sa voix tranchant les applaudissements polis de l'establishment médical comme une épée dans du soie. « Je m'appelle Maya Johnson et je travaille avec 3 enfants que vous avez déclarés aveugles à vie. » Un murmure parcourut l'auditoire. Le visage du docteur Whitmore se figea derrière le podium, ses jointures blanchissant alors qu'il serrait le micro. Elle vit le moment précis où il la reconnut. La femme de ménage qui avait osé remettre en question son autorité se tenait dans son sanctuaire. « Sécurité !» cria-t-il d'une voix légèrement tremblante, mais Maya se dirigeait déjà vers la scène, son téléphone connecté au système de projection de la salle de conférence, une faveur technologique obtenue grâce aux relations de Marcus dans l'industrie technologique. Alexander, Benjamin et Christopher Henderson, annonça Maya, et soudain, l'écran géant derrière le docteur Whitmore se remplit d'images des triplés lisant des mots simples, identifiant des couleurs et contournant des obstacles avec une précision qui réduisait à néant tous les diagnostics figurant dans leurs dossiers médicaux.
Le public retint son souffle. Ce n'étaient pas des enfants tâtonnant dans le noir. C'étaient des enfants qui démontraient une vision fonctionnelle qui avait été cachée, réprimée, niée pendant 8 ans par le milieu médical auquel ils avaient fait confiance. « C'est impossible », balbutia le docteur Whitmore, mais sa voix manquait de conviction. Des gouttes de sueur perlaient sur son front alors qu'il voyait sa carrière s'effondrer en temps réel. Dans l'auditorium, 300 professionnels de la santé regardaient en silence, stupéfaits, les « cas désespérés » de leurs collègues démontraient des capacités qui ridiculisaient des années de traitement coûteux. Impossible. La voix de Maya s'éleva avec une fureur légitime qui s'était accumulée pendant des semaines. Ou simplement non rentable. Elle passa à la diapositive suivante, qui montrait les millions que le cabinet du docteur Whitmore avait soutirés à la seule famille Henderson, multipliés par des dizaines de cas similaires. Virements bancaires provenant de sociétés de matériel médical, pots de vin versés par des centres de thérapie spécialisés, fraude à l'assurance à une échelle stupéfiante atteignant des dizaines de millions. Le docteur Sarah Martinez, de Johns Hopkins, se leva dans le public, le visage pâle, reconnaissant et visiblement horrifié. Ces enfants. J'ai été consulté sur leur cas il y a 3 ans. Whitmore m'avait dit qu'ils ne réagissaient pas aux stimuli lumineux, mais ce que je vois ici suggère une vision résiduelle importante. Parce qu'il y avait une vision résiduelle importante, répondit Maya, passant à la preuve la plus accablante. Une vision qui a été systématiquement supprimée par un conditionnement psychologique et des traitements inutiles destinés à maintenir la dépendance et à maximiser les profits. La salle s'est enflammée. Les médecins ont commencé à crier des questions, exigeant des explications. Les organisateurs de la conférence se sont précipités vers la scène, tandis que d'autres sortaient leur téléphone pour enregistrer ce qui était en train de devenir le plus grand scandale de l'éthique médicale moderne. Le docteur Whitmore s'est éloigné du podium comme un animal acculé, son sang-froid habituel complètement brisé. « Vous n'avez aucune formation médicale », a-t-il grogné, sa façade soignée se fissurant complètement pour révéler le prédateur qui se cachait derrière. « Vous n'êtes personne. Une femme de ménage qui porte des accusations contre une pratique médicale établie. Qui va vous croire plutôt que nous ? » « Vous avez raison, » répondit Maya en s'avançant, sa voix résonnant dans l'auditorium désormais silencieux avec la puissance d'une autorité morale absolue. « Je suis femme de ménage. Ce qui signifie que je sais reconnaître la saleté quand j'en vois. Et docteur, vous et votre pratique êtes sale. » Le public composé de professionnels de la santé, des personnes qui avaient consacré leur vie à soigner les autres, regardait avec horreur Maya révéler l'ampleur du complot. Des enfants qui auraient pu mener une vie normale, condamnés à un handicap par des médecins qui profitaient de leur souffrance. Des familles ruinées non pas par des soins médicaux nécessaires, mais par une cupidité calculée. Si cette histoire de courage face à la corruption vous donne des frissons, assurez-vous d'être abonné, car la suite va vous redonner foi en la justice. Maya cliqua sur sa dernière diapositive. Cette fois, ce n'étaient pas des dossiers médicaux, mais des visages. Des dizaines d'enfants issus de familles riches de tout le pays, tous diagnostiqués comme incurables par le réseau de spécialistes de Whitmore, tous générant des millions de dollars en traitement continu, tous présentant le même schéma de capacité supprimée qui aurait pu être développé des années plus tôt. « Mesdames et messieurs », s'adressa Maya aux professionnels de santé stupéfaits, la voix ferme malgré l'ampleur de ce qu'elle révélait, « voici les victimes de la fraude à l'invalidité la plus lucrative de l'histoire médicale américaine. Des enfants dont la vie a été volée non pas par la maladie, mais par des médecins qui ont privilégié le profit au détriment de la guérison. » Le docteur Patricia Chen, du centre médical de l'UCLA, était déjà au téléphone, la voix urgente et furieuse. « J'appelle le Conseil médical de l'État. Et le FBI. Il s'agit d'une fraude criminelle à grande échelle. Combien d'enfants ce monstre a-t-il détruit ? » Les forces de sécurité arrivèrent, mais pas pour Maya. Alertés par l'équipe juridique de Marcus et munis de mandats basés sur les preuves fournies par Maya, des agents fédéraux entrèrent par l'arrière de l'auditorium. L'empire de mensonges du docteur Whitmore s'effondrait en temps réel, retransmis en direct à la communauté médicale qui avait permis ces crimes par son silence et sa complicité. « Ces enfants vous faisaient confiance », a déclaré Maya alors que les agents du FBI s'approchaient de la scène, ces mots portant le poids de toutes les familles qui l'avaient trahi. « Leurs parents vous faisaient confiance. Vous leur avez volé 8 ans de leur vie, leur potentiel, leur espoir, tout cela pour de l'argent. » Les derniers mots du docteur Whitmore, avant d'être emmenés, révélèrent tout de son esprit sociopathe. Avez-vous la moindre idée de ce que ces familles peuvent payer ? De tout le bien que cet argent peut faire à la recherche médicale ? Ces enfants contribuaient à quelque chose qui les dépassait. Ce n'est pas leur argent que vous sacrifiez, répliqua Maya avec une fureur glaciale. Et ce n'est pas la vie de leurs enfants que vous volez pour remplir votre compte en banque. Alors que les menottes se refermaient sur les poignets du docteur Whitmore, Maya pensa à Alexander, Benjamin et Christopher,
probablement chez eux en train de jouer dans le jardin qu'ils n'avaient jamais pu voir clairement auparavant. 3 petits garçons qui grandiraient en sachant qu'ils pouvaient se fier à leurs propres yeux, à leurs propres expériences, à leur propre potentiel illimité. La conférence médicale qui devait célébrer l'expertise du docteur Whitmore s'était transformée en tribunal où ses victimes avaient enfin obtenu justice. Mais en le regardant être emmené menotté, Maya savait que ce n'était que le début. Dans les semaines qui suivirent, ces actions déclenchèrent une enquête fédérale qui révéla l'ampleur de la fraude médicale visant les enfants handicapés issus de familles riches, changeant fondamentalement la manière dont ces cas étaient diagnostiqués et traités dans tout le pays. 6 mois après que le docteur Whitmore eut été emmené menotté, Maya se tenait dans la roseraie de la Maison-Blanche, regardant Alexander, Benjamin et Christopher courir après des papillons qu'ils pouvaient enfin voir. Le président s'apprêtait à signer la loi Henderson, une législation historique exigeant la vérification indépendante de tous les diagnostics de handicap pédiatrique, inspirée par 3 petits garçons condamnés à vivre dans l'obscurité par la cupidité médicale. Maya n'aurait jamais imaginé qu'une femme de ménage de Détroit se tiendrait un jour ici, mais elle avait appris que « impossible » n'était qu'un autre mot pour désigner des mensonges rentables. Maya Johnson, a déclaré le président devant l'Assemblée de professionnels de la santé, de défenseurs des personnes handicapées et de journalistes, a démontré que parfois, les avancées médicales les plus importantes ne viennent pas des laboratoires, mais des cœurs assez courageux pour remettre en question ce que tout le monde accepte comme vérité. Les triplés coururent vers Maya, le visage rayonnant de la joie qui leur avait été volée pendant 8 ans. Alexander tira sur sa robe, les yeux brillants de malice. « Maya, nous avons appris à lire des romans. Le professeur dit que nous avons un niveau de lecture équivalent à celui des lycéens, car nous avons beaucoup de retard à rattraper. » Benjamin sautillait avec enthousiasme à côté de son frère. « Et nous allons aller à l'école normale maintenant. Plus de classe spéciale pour les enfants qui ne voient pas, car nous voyons tout. » Christopher, le plus jeune, enlaça Maya par la taille. « Maya, tu nous as sauvés. Mais tu sais ce qui est le mieux? Maintenant, on sauve d'autres enfants aussi. » Leur transformation était miraculeuse, mais pas surprenante. Le cerveau des enfants est incroyablement adaptable lorsqu'on lui en donne la possibilité. Grâce à une thérapie visuelle appropriée et à un soutien psychologique pour surmonter des années de conditionnement, les garçons avaient développé une vision fonctionnelle qui leur permettait de mener une vie tout à fait normale. Marcus s'approcha, son attitude complètement transformée par rapport à celle de l'homme brisé que Maya avait rencontré dans ce hall en marbre. Il était devenu un fervent défenseur de la transparence médicale, utilisant sa fortune pour financer des recherches indépendantes et soutenir les familles qui remettaient en question des diagnostics douteux. « Maya, dit-il, la voix encore émerveillée après tous ces mois, l'enquête fédérale a permis d'identifier 847 enfants dans le réseau de Whitmore. 847 enfants dont les capacités ont été supprimées à des fins lucratives. Grâce à vous, ils sont tous en cours de réévaluation. L'effet d'entraînement a été stupéfiant. Les facultés de médecine ont désormais intégré des cours sur la reconnaissance des préjugés dans les diagnostics. Les compagnies d'assurance ont mis en place des processus d'examen indépendants. Les parents ont obtenu le droit légal de demander un 3e avis sans pénalité. Le procès pénal du docteur Whitmore a révélé un réseau de corruption qui s'étendait à des institutions médicales dans tout le pays. Mais pour Maya, la véritable victoire était plus simple et plus profonde. Elle regardait les triplés jouer avec d'autres enfants lors de la réception à la Maison-Blanche, courir, rire, vivre l'enfance qui leur avait été volée par des hommes en blouse blanche qui confondaient autorité et infaillibilité. Le docteur Sarah Martinez, de Johns Hopkins, s'approcha de Maya pendant la réception. « Madame Johnson, je vous dois des excuses. J'ai fait partie du système qui a laissé tomber ces enfants. J'ai vu les incohérences dans leur dossier, mais j'ai fait confiance à la réputation de Whitmore plutôt qu'à mes propres observations. »« Docteur, » répondit Maya avec douceur, « le système a fonctionné exactement comme il était censé fonctionner. Il n'était simplement pas conçu pour guérir, mais pour générer des profits. La question est de savoir ce que nous allons construire pour le remplacer. » Ce soir-là, alors que Maya s'apprêtait à prendre l'avion pour Détroit, elle reçut un appel qui allait à nouveau bouleverser sa vie. Le docteur Chen, de l'UCLA, lui proposait un poste pour développer des protocoles de défense des familles en pédiatrie. Aucun diplôme médical n'était requis, juste la sagesse nécessaire pour voir ce que les autres ne voyaient pas et le courage de dire la vérité au pouvoir. « Je suis honoré, » répondit Maya, « mais je dois y réfléchir. J'ai une communauté chez moi qui a aussi besoin de défenseurs. » En vérité, Maya avait appris quelque chose de profond au cours de cette aventure. La plus grande faiblesse du milieu médical n'était pas son savoir, mais son arrogance. Ses membres étaient tellement sûrs de leur expertise qu'ils avaient cessé d'écouter les personnes qu'ils étaient censés servir. La grand-mère de Maya avait raison depuis le début. Lorsque les puissants commencent à parler de ce qui est impossible, mieux vaut regarder de près ce qui est rentable.
Et quand quelqu'un comme Maya, une femme sans diplôme mais avec un amour infini pour les enfants, remet en question cette structure du pouvoir, des choses miraculeuses peuvent se produire. 3 mois plus tard, Maya a ouvert la Johnson Foundation for Medical Advocacy à Détroit, qui apporte son soutien aux familles qui remettent en question l'autorité médicale. Ses premiers clients étaient un jeune couple dont la fille avait été déclarée handicapée mentale permanente par des médecins qui, par coïncidence, avaient tous des liens financiers avec des établissements de soins résidentiels. Alexander, Benjamin et Christopher lui ont rendu visite ce jour-là, désormais épanouis en 4e année, avec une vue parfaite et un avenir illimité. Ils avaient insisté pour couper le ruban lors de l'inauguration. Maya, a dit Alexander alors que les flashs crépitaient autour d'eux, quand on sera grand, on veut être comme toi. On veut aider les enfants à qui on dit qu'ils ne peuvent pas faire certaines choses. Vous le faites déjà, a répondu Maya, les larmes coulant sur son visage. Chaque jour, vous vivez pleinement votre potentiel. Vous prouvez que l'impossible n'est que le premier mot du possible. Si cette histoire vous a ému et vous a montré le pouvoir de remettre en question l'autorité lorsque la vie d'enfant est en jeu, cliquez sur le bouton « S'abonner » et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que des gens ordinaires peuvent créer des changements extraordinaires lorsqu'ils refusent d'accepter qu'il est impossible d'aider les enfants.